Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette session consacrée à l'économie circulaire. Alors, je suis Alain Tradois, je suis membre du Cercle des économistes, professeur à l'économie d'Aix-Marseille, et je vais vous donner quelques éléments de cadrage. On m'a donné 3 minutes, donc c'est pas... simplement pour dire que si je devais dire en une phrase ce que font les gens qui s'occupent d'économie circulaire, je pense qu'ils essaient de trouver des formules qui ressemblent à celles de l'alchimiste au Moyen-Âge. Transformer le vil-plomb en or, c'était ça leur objectif, les alchimistes. Et aujourd'hui, c'est en fait transformer les objets usagés, transformer les déchets, leur donner une nouvelle valeur. Et donc, quelque part, l'alchimiste faisait déjà son espoir, en tout cas, c'était de faire de l'économie circulaire. Alors, est-ce qu'on progresse en termes d'économie circulaire en Europe, dans le monde et en France? Alors, comme dit le proverbe africain, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Alors, est-ce que cette forêt des entrepreneurs dans l'économie circulaire, est-ce qu'elle progresse vraiment beaucoup? Alors, selon les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement, cette progression est relativement douce et se fait avec un taux de croissance relativement faible. Et je vais vous en donner simplement un exemple. Quand on mesure la part dans les produits qui sont fabriqués une année donnée, quelle est la part des matériaux qui proviennent d'un cycle de production précédent? Cette agence européenne de l'environnement vous donne le chiffre de 11,6% au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, grosso modo, 10% des produits utilisent de la matière qui avait déjà été utilisée dans des processus de production précédents. Donc c'est quand même relativement faible. On mesure le chemin qui reste à parcourir. Et comme je vous l'ai dit déjà précédemment, le rythme de progression a été faible parce que sur la décennie passée, on est passé simplement de 10 à 11%. Donc une progression faible au niveau de l'Europe. Et donc ce n'est pas pour rien qu'à la fois en France, avec le plan de relance, il y a eu 370 millions d'euros qui ont été inscrits au titre des projets de développement en termes d'économie circulaire. Ce n'est pas pour rien que les objectifs sont très ambitieux au niveau de l'Europe. C'est de doubler cette part. Je vous ai cité 11,6%. Il s'agit de passer à 23%. Alors, est-ce que la France fait bien dans ce paysage d'économie circulaire? Eh bien, oui, le bilan français est bon s'agissant de l'économie circulaire, s'agissant exactement de ce pourcentage de produits qui ont été utilisés dans un cycle précédent et qui est réutilisé dans un cycle existant, parce que la France est justement entre 20 et 25%. Donc on fait 2 fois mieux que la moyenne européenne. Donc de ce côté-là, on est des bons élèves. Cependant, sur d'autres paramètres, on fait plutôt moins bien, en particulier sur les déchets. Il y a un quart des déchets qui sont encore transportés vers des décharges publiques à ciel ouvert, alors qu'en Europe, ce n'est que 16%. Alors je voudrais terminer sur 4 sujets qui me semblent importants et auxquels j'espère que nos intervenants nous apporteront quelques réponses. La première, c'est, je vous ai tracé très rapidement un portrait au niveau européen. Que se passe-t-il dans les pays en voie de développement? Que se passe-t-il en particulier dans les pays émergents qui sont si importants? Les pays émergents, ça représente 40% du PIB mondial. Ensuite, deuxième question, c'est le choc inflationniste qu'on a connu sur les matières premières. Est-ce que ça permet de booster l'économie circulaire ou pas? Voilà une deuxième question qui est importante. Ensuite, il y a la question des moyens financiers. Est-ce que quand un entrepreneur va voir une banque pour trouver des moyens, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il est bien accueilli? Et quatrième question, c'est celle des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics font assez pour, je dirais, entraîner un cercle vertueux de l'économie circulaire? Et en particulier, est-ce que les instruments fiscaux ne pourraient pas, du type bonus-malus, ne pourraient pas être plus sollicités? Voilà, je vais maintenant passer la parole à Gaël Flétour de
qui est la modératrice de cette table ronde. Gaëlle, je te passe la parole pour présenter nos intervenants. Merci beaucoup Alain. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous et on a aujourd'hui un beau panel d'intervenants pour répondre à ces enjeux qui nous concernent tous, qui sont aussi l'avenir de notre planète. Et pour commencer, nous avons donc Guénola Chambon, qui est cofondatrice et dirigeante d'associés de Vauban Infrastructure Partners. On a également avec nous Cyril Garcia. Vous êtes donc responsable mondial des offres durables et de la RSE et membre du comité de direction générale de Capgemini. On a également Lucie Bache qui est parmi nous, fondatrice de Too Good To Go. Et pour finir, In Ben Miloud, vous êtes la présidente du think tank algérien CARE. Donc merci à tous d'être avec nous. Et alors l'économie circulaire, ça nécessite un changement de paradigme, vous l'avez bien raconté, et notamment du côté de l'offre. C'est pour ça que je vous propose qu'on démarre avec vous, Guénola Chambon, pour nous raconter comment, concrètement, les enjeux de l'économie circulaire ont fondamentalement changé dans les infrastructures et pour le coup, comment les critères de sélection ne sont plus du tout les mêmes qu'auparavant. Alors au niveau de l'infrastructure, pourquoi ça nous concerne? Parce qu'effectivement, vous le disiez très justement, les enjeux, c'est qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup plus de matériaux que l'on est capable effectivement d'en réinsérer dans l'économie. À l'échelle mondiale, on parle de 7,2% contre 9% il y a 5 ans. Donc en fait, ça veut dire que ça se détériore et qu'on n'est pas du tout allé dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humanité vit au-dessus de ses moyens et que plus ça va, moins on est capable de vivre sur une planète qui ne nous fournit plus les ressources nécessaires. Aujourd'hui, dans le domaine de l'infrastructure, on est quand même un fort consommateur. On est à peu près à 1/3 de la consommation de matériaux à l'échelle mondiale, que ce soit dans la consommation finalement de matériaux pour construire ou pour carrément détruire, déconstruire. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est un gros producteur parce qu'on est à 79%. Donc l'infra, c'est vraiment le gros pollueur. Alors, pour voir les choses positivement, comme le disait le ministre, ça veut dire qu'on a beaucoup d'espoir et qu'on est en fait porteur d'une responsabilité collective pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et si on regarde à l'échelle de la réglementation, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, quand on part historiquement en 2009, c'était un sujet ultra niche. La réglementation adressait en fait tout ce qui était recyclage, économie circulaire, uniquement sur le thème de finalement les déchets. Tout ce qui part à la poubelle, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut effectivement arrêter de les mettre en décharge? Ce qui était un bon sujet. Cependant, c'était quelque chose de ultra niche. On arrive en 2015 et là on part sur une perspective qui est plus large et qui commence à s'intéresser un peu plus largement à tout le cycle de production. Et puis arrive finalement la taxonomie et le sujet devient enfin beaucoup plus large. Et là on s'intéresse carrément à la chaîne au niveau de la production. Et donc on peut raisonner sur une économie type le donut, c'est-à-dire on va commencer à appliquer de la réglementation sur la conception. On va demander aux gens de construire des bâtiments avec une vraie logique de design qui permet derrière le recyclage des matériaux. Il ne faut quand même pas oublier que depuis 40 ans, on a construit sans jamais se préoccuper de l'avenir. On avait la chance d'avoir une énergie qui était inépuisable, du moins c'était le sentiment que les gens avaient, et qu'elle n'était pas chère. Et là, en fait, il y a un wake-up call général qui est, et vous le disiez très justement, la crise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne un grand coup sur la tête et elle nous dit il faut une réaction globale de mobilisation. Nous, en fait, on mène actuellement une recherche au niveau de Vauban avec Altermine qui réunit 40 chefs d'entreprise dans le secteur de l'infra qui se mobilisent et effectivement, on essaie de voir quels sont les facteurs qui vont pouvoir faire bouger les choses. Alors, l'innovation, il y en a pas mal finalement. Beaucoup de réflexions sur l'éco-design, sur la conception même d'un ouvrage. On en voit sur la route. On a vu par exemple des témoignages super intéressants de Vinci, de Sacyr, qui ont créé des bitumes qui incorporent en fait des techniques avec des pneus qui les rendent beaucoup plus finalement longues en termes d'usage. Et donc on va vers des usages différents, une approche holistique avec conception à l'origine différente, avec utilisation de matériaux de façon moindre, utilisation plus longtemps, parce qu'en fait on n'a pas le choix, il faut effectivement briser le concept de on a quelque chose qui va être très vite obsolète, ça c'est plus possible, donc utiliser plus longtemps et réutiliser, et surtout une fois qu'on s'en sépare, que ça ne vienne pas polluer notre planète. Donc on est dans toute cette logique et finalement elle ne se perçoit pas dans les chiffres, mais elle est en train de s'accélérer de façon incroyable. Merci, c'est vrai que je pense que c'est un bon exemple pour démarrer les infrastructures. Et si on pense aussi plus largement, plus globalement, on peut continuer avec vous, Cyril Garcia. Donc vous êtes
Vous faites partie du comité de direction générale du groupe Capgemini. Donc en fait, l'accompagnement des organisations et de leur transformation, c'est un peu votre quotidien. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour révolutionner cette offre de biens et de services, de produits et de services pour bâtir une économie circulaire? Quel type de valeur aussi lui donner pour embarquer les entreprises et qu'elles aient un retour sur investissement conforme à leurs attentes? D'abord, merci pour cette question à l'agent Hervé Lorenzi, dans une ambiance d'arène andalouse. Donc, moi, je dirais que, de toute façon, si on ne fait rien, le système implose. Donc là, on n'a pas le choix, donc on est tous, enfin j'espère, on est tous dans l'action. Et on a des économistes aussi, Alain, des jeunes économistes chez Capgemini, qui ont approché la notion de produit intérieur circulaire. Et ça me semble assez intéressant comme cadre pour définir la circulation des biens et de valeurs, et aussi pour approcher un peu la notion de souveraineté que Guénola suggérait tout à l'heure. Maintenant, si je vous réponds en tant qu'industriel, je crois qu'il y a deux sujets qui sous-tendent le développement de la circularité. C'est d'abord les plateformes industrielles, au sens secteur par secteur. Et puis, il y a la question des plateformes régionales, des clusters régionaux, chers au débat à Aix. Sur le premier plan, c'est un terrain de développement de la valeur. On le voit, nous, on opère dans le domaine de l'aérien une plateforme pour recycler des pièces d'avion. Donc beaucoup d'enjeux sur la biodiversité, beaucoup d'enjeux en termes d'émissions. Et là, du début, la traçabilité, grâce à l'utilisation des data, grâce au recyclage, à la revente des pièces, puisque c'est une question de valorisation là. Hein. On n'est pas juste sur le recyclage, il faut les revaloriser, les réutiliser. On voit naître des marchés, domaine de création de valeur. Ça démarre timidement, mais ça va s'accélérer. Nous, on est très optimistes et on voit un certain nombre d'acteurs mondiaux qui commencent à investir sur ces sujets. Et puis il y a la question régionale, donc qui est très importante, c'est-à-dire que on voit des régions qui vont se spécialiser. Les Hauts-de-France sur le sujet de gigafactories de batteries. Il ne s'agit pas de créer des nouvelles usines pour alimenter l'industrie automobile. Il va falloir suivre, tracer les composants. D'ailleurs, il y a une réglementation européenne sur le passeport de la batterie, dont l'objectif est bien d'imposer la circularité sur ces éléments-là. On peut anticiper, on n'est pas très loin de Marseille, mais la question de ce qu'on appelle le rétrofit pour l'industrie aéronautique et l'industrie navale, c'est-à-dire on va devoir intégrer les climate tech, l'hydrogène dans des coques anciennes. Donc là, on va devoir retrouver les métiers de la soudure, de la chaudronnerie. Et donc je trouve que c'est vraiment la combinaison de ces deux dimensions. Le mouvement sectoriel, parce qu'il n'a pas le choix, et un mouvement régional et qui sera financé. Hein. Vous avez tous vu le grand mouvement colbertiste inattendu aux États-Unis avec l'AIRE, des milliards, des centaines de milliards pour construire des clusters région par région. Hein. On croirait un plan défini par Michel Rocard. Donc ça, c'est une direction. Ça fait encore sourire des gens. Donc voilà, moi je crois beaucoup à ces deux dimensions et surtout on parle beaucoup des climate tech mais qui sont cet espoir pour créer une économie net zéro à un horizon assez proche. Les climate tech, donc l'hydrogène, les gigafactories, la carbone capture, seront circulaires ou ne seront pas. Donc là on n'a pas le choix. Et enfin pour essayer de répondre à la question d'Alain, je dirais qu'il y a finalement deux accélérateurs, c'est-à-dire la technologie, elle est là. Donc les plateformes techniques embarquant la data pour tracer, elles sont réplicables. Donc ça, nous, d'autres acteurs, ont garanti la réplicabilité. Et je pense que les banquiers, les financeurs ont intérêt à rentrer dans cette bataille de la circularité. Ils ont intérêt à être plus intrusifs dans les modèles opérationnels de leurs clients, notamment parce que la régulation, comme disait Guénola, va arriver, et donc on ne pourra plus faire n'importe quoi et on ne pourra plus financer n'importe quoi. Donc moi je suis très optimiste sur ce cercle vertueux. Et là, on ne m'a pas levé la pancarte, et donc je cède la parole à la speaker suivant.
Et là, je vous propose qu'on change de secteur pour qu'on partir vers l'alimentaire, l'agroalimentaire. Avec vous, Lucie Bache, donc vous êtes la fondatrice de Too Good To Go. C'est une application que je pense un bon nombre d'entre vous connaissent désormais, donc anti-gaspi alimentaire. Et l'idée, c'est que vous nous racontiez comment vous êtes parvenu justement à faire grossir un modèle, à montrer qu'il pouvait être efficace. Donc aujourd'hui, vous êtes dans 17 pays. En France, si je ne me trompe pas, vous comptez 15 millions d'utilisateurs. Donc ce qui était il y a très longtemps une start-up, en quelques années est devenu vraiment un modèle pour le coup éprouvé. Racontez-nous comment on fait pour changer d'échelle et aussi pour embarquer, et ça c'est très intéressant, les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Oui, effectivement. Merci, bonjour à tous. Moi, j'ai été confrontée aux déchets très tôt dans ma carrière, puisque j'ai commencé chez un géant de l'agroalimentaire dans les usines de production. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on me parlait de la chaîne alimentaire et qu'on me la montrait d'un point de vue linéaire. Et en fait, une chaîne alimentaire linéaire dans un monde où les ressources sont limitées, c'est juste pas possible en fait. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la problématique du gaspillage alimentaire, que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui dans le monde, sur la totalité de la nourriture produite, on en jette 40%. Donc là, j'ai assez halluciné et je me suis aussi dit comment ça se fait qu'on n'en parle pas davantage. Et la beauté de l'économie circulaire, et on en parlait un peu, c'est qu'on peut construire des modèles qui permettent de considérer l'écosystème dans son ensemble et de proposer des modèles qui sont vertueux pour l'intégralité de l'écosystème. Et c'est de là qu'est venue un peu l'idée de Too Good To Go, c'est comment est-ce qu'on crée des modèles qui sont gagnants pour tout l'écosystème, pour toute la chaîne alimentaire, puisqu'on va transformer ce qu'on a pris pour habitude de considérer comme des déchets en des ressources. Et là, effectivement, en termes de création de valeur, il y a de quoi répartir entre tous les acteurs de la chaîne. Donc en créant Too Good To Go, on s'est dit un produit qui est normalement gaspillé en fin de journée, comment est-ce qu'on le rend disponible à des gens qui sont en train de faire leurs courses juste à côté. Donc c'est comment est-ce qu'on connecte en fait les bonnes personnes au bon endroit pour leur permettre d'agir ensemble et de transformer un déchet en ressource et donc de générer aussi de la valeur au sens sociétal et au sens économique. Donc une fois qu'on a posé et pensé un modèle gagnant-gagnant-gagnant, et là je vous assure qu'en fait il suffit d'y penser souvent pour trouver des nouveaux modèles, juste parce qu'on a accepté d'être dans de mauvaises habitudes, là finalement ça part tout seul. Et c'est là où effectivement Too Good To Go, très rapidement, on a senti énormément de traction et qu'on s'est embarqué dans une aventure d'hyper-croissance. Parce que quand le commerçant qui avait l'habitude de jeter, maintenant peut générer un nouveau flux de clients qui vient découvrir ses produits et se financer de manière complémentaire, quand le consommateur paye un tiers de ce qu'il aurait payé 10 minutes avant, et quand nous, en tant qu'entreprise, on a un modèle économique qui est parfaitement aligné avec nos enjeux écologiques, puisque la mesure de performance chez Too Good To Go, c'est combien de repas on a sauvé la veille, finalement, quand les intérêts de chacun sont alignés, on a tous intérêt à faire décoller la machine. Et c'est là où, effectivement, avec Too Good To Go, il y a maintenant 7 ans, on s'est embarqué dans cette aventure d'hypercroissance, où aujourd'hui, on sauve plus de 3 repas chaque seconde, où on a 80 millions de consommateurs dans le monde, dont 15 millions en France, où on a pu embaucher 1200 collaborateurs qui sont rémunérés avec le nombre de repas qu'on sauve, et où, effectivement, on a pu sauver plus de 200 millions de repas de la poubelle en quelques années seulement. Donc après, quand on se pose la question de comment est-ce qu'on va plus loin et comment est-ce qu'on reste pertinent, parce qu'en fait le modèle de Too Good To Go aujourd'hui, effectivement, il est connu et il y a une vraie réflexion de en fait tout le monde peut s'emparer de ce modèle, et nous on est plutôt à encourager en disant notre seul concurrent aujourd'hui c'est la poubelle, parce que clairement du gaspillage alimentaire, j'en parlais, il y en a 40% dans le monde, donc plus il y a de Too Good To Go, de l'alimentaire ou d'autres industries, mieux ça sera pour tous. Comment est-ce qu'on reste pertinent ? On en revient aux 2 fondamentaux dont je parlais au début. À la fois, comment est-ce qu'on considère l'intégralité de l'écosystème et comment est-ce qu'on s'accroche dur comme fer à sa mission de réduction du gaspillage alimentaire. Et donc aujourd'hui, on a effectivement beaucoup travaillé avec d'abord les commerçants de quartier, puis la grande distribution. Aujourd'hui, on travaille aussi avec les industriels, puisqu'on s'est rendu compte que du gaspillage alimentaire, malheureusement, il y en a à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, et que donc nous, si on veut aboutir à notre vision aujourd'hui encore naïve d'une planète sans gaspillage alimentaire, tout simplement une planète où toute nourriture produite est consommée, on a besoin en fait d'aller apporter des solutions aux consommateurs,
à la distribution, mais aussi aux industriels. Et donc aujourd'hui, on a lancé récemment en France et dans 5 des pays Too Good To Go une solution pour permettre aussi aux industriels d'envoyer directement en fait chez les consommateurs des produits qui sortiraient du standard, qui auraient des dates de péremption qui n'ont plus que 12 à 24 mois alors que normalement elles devraient avoir 36 mois, qui ont un petit défaut d'emballage. Et donc tous ces produits-là, en fait, bien évidemment, ils ont une valeur. Et nous, en tant que consommateurs, en fait, on est fiers et économiquement gagnants de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et c'est tout l'enjeu pour moi aujourd'hui des entreprises de l'économie circulaire, c'est de proposer ces nouveaux modèles qui vont permettre à nous tous d'allier nos enjeux écologiques, économiques et sociaux et de gagner en fait sur ce triptyque pour nous permettre concrètement de faire changer les choses et de se réembarquer dans des réflexions circulaires plutôt que des réflexions linéaires qui ont abouti à aujourd'hui un monde où on se pose la question de comment est-ce qu'on va continuer à avoir les ressources nécessaires pour se nourrir et toutes les autres économies de la vie qui nous semblent essentielles justement pour ne pas aboutir dans une sobriété sur ces économies-là. Et cette question justement que vous posez, elle est très importante. On sent que cette question, elle est importante, elle fait réagir notre public, effectivement, et vous la posez aussi en Algérie. Ine Ben Miloud, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes présidente de CARE, qui est le cercle d'action et de réflexion pour l'entreprise. Tout va, il devrait marcher. Votre think tank œuvre à l'amélioration des conditions de développement économique et social durable de l'Algérie. Alors racontez-nous justement quel rôle joue déjà et peut jouer l'économie circulaire dans votre pays dans un contexte malgré tout de mondialisation. On en avait parlé lors de notre échange les deux, c'est pas simple. Tout à fait. Écoutez, je vous remercie Gaëlle de me donner cette opportunité de parler de ce que fait l'Algérie en la matière. Bon, l'aventure de l'économie verte a commencé très tôt en Algérie, il y a quand même plus de 30 ans. La grande prise de conscience a eu lieu en 1992 lorsqu'on a signé la Convention sur la biodiversité. Mais comme vous le savez, les événements de la décennie noire ont empêché un peu l'élan de continuer. Et ce n'est que vers les années 2000 que l'État a recommencé à repenser la stratégie environnement avec une batterie de textes concernant surtout les déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas quand même un pays à grande industrialisation puisque nous importons beaucoup. Sachez que nous importons de l'Europe et d'ailleurs plus de 2 milliards de plastique et 1 milliard de carton. Donc après, il faut les recycler, ce qui n'est pas évident puisque dans le traitement des déchets, aujourd'hui, la prise en charge n'est réellement qu'à 12%. Donc il y a de la matière, il y a quand même un marché de près de 300 millions d'euros. Et l'économie circulaire, effectivement, on a commencé aussi à en parler réellement, comme partout d'ailleurs, je crois. C'est un thème très, très nouveau ces dernières années. Année 2016, signature de l'accord de Paris. Et 2018, l'Algérie organise les assises de l'économie circulaire. Et on a commencé, effectivement. Alors, la prise de conscience, l'État a mis en place effectivement une série de textes. Bon nombre ne sont pas actualisés. Nous avons encore un gros problème, notamment en matière de déchets toxiques, par exemple. La prise de conscience s'est faite réellement avec le secteur privé, puisque beaucoup d'entreprises, beaucoup de groupes commencent à repenser leur façon de produire en envisageant de créer quand même des unités de recyclage. Il y a notre groupe, le groupe Benamor, qui a quand même une unité de recyclage du PET. Les producteurs de boissons, par exemple, se sont entendus au niveau de l'association pour essayer de recycler leur plastique et le verre, par exemple. Donc il y a toutes ces initiatives qui, à mon sens, sont en train de prendre de plus en plus. Les gens commencent à prendre conscience qu'il est nécessaire qu'il y ait un développement durable, qu'il y ait une économie verte, qu'on investisse dans l'avenir. Alors aujourd'hui, comment nous, on voit, nous les CARE, qui est un think tank pas simplement pour l'environnement, mais tout ce qui touche au développement des entreprises et dans le paysage en Algérie et surtout du doing business. Alors, l'idée, c'est qu'il y a un gros marché, que des jeunes start-up puissent s'y intéresser et puissent participer
justement à ce recyclage. Et de commencer... Alors, vous savez, la période du Covid nous a appris à faire beaucoup de choses. Hein. On ne recevait plus rien, il n'y avait plus d'importation, donc on a dû se débrouiller. Beaucoup de gens ont fait de la récupération. Beaucoup de petites entreprises sont nées, justement, pour récupérer les appareils électriques. Alors qu'on avait tendance à jeter, aujourd'hui, il y a une entreprise qui récupère ces appareils électriques et les recycle et les remet en deuxième main. Aujourd'hui, on commence à avoir une culture en Algérie du second hand, ce qui était impensable il y a quelques années. Donc de plus en plus, on sent qu'il y a un effort de la population, mais ça n'est pas encore suffisant. Nous n'avons pas encore cette population, surtout les ménages. Hein, pour, par exemple, le tri des déchets, c'est le gros problème en réalité. Les communes font le travail, elles essayent d'impliquer la population, mais ce n'est pas toujours évident. C'est toute une mentalité qui doit changer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé vraiment de s'impliquer, nous aussi. Alors, le modèle à suivre, très honnêtement, je pense qu'on doit tous participer parce que nous, en tout cas en Algérie, on ne pollue qu'un tout petit peu le monde. Vraiment tout petit. C'est aux grosses industries auxquelles il faut s'adresser et c'est à elles, à mon avis, de proposer des solutions qui soient, disons, intéressantes même pour les pays émergents que nous sommes. Il y a des technologies aujourd'hui qui permettent cela. L'avenir aujourd'hui avec l'intelligence artificielle va peut-être, nous, pays émergents, va nous aider à raccourcir les délais pour faire un certain nombre de choses. En tout cas, on l'espère. Et on espère quand même profiter des expériences. En tout cas, moi, aujourd'hui, ma présence, c'est profiter des expériences des pays européens, de tous les autres pays qui ont une réelle politique de prise en charge de cette économie circulaire. Voilà, je vous remercie. Et vous parliez des consommateurs, justement, ce paradigme, il est impensable sans vraiment des changements aussi en termes de comportement, en termes d'usage. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à cet enjeu, pour embarquer les consommateurs et aussi pour comprendre bien leurs attentes? Cyril Garcia. Vous avez raison de pointer l'obstacle culturel, hein, Lucie l'a fait, Hind aussi. Comment on arrête la linéarité, comment on sort de ces 70 ans de conditionnement, hein, je dépense donc je suis, j'achète donc je suis. C'est ça le sujet à résoudre. La question de la supply chain qui devient supply circle, bon, c'est des questions technologiques et de financement. Le gros sujet, il est culturel. Donc là, notamment pour les entreprises, les directions du marketing et de la communication, comment basculer. La bonne nouvelle, c'est que, et je crois que tu le perçois bien dans ton entreprise, mais quand on fait des études de consommateurs, on voit bien qu'il y a maintenant une sensibilité qui est forte. Donc plus de la majorité des gens sont sensibles aux questions de la nourriture, des vêtements, du packaging. C'est massif. On sent, et ça c'est la bonne nouvelle, mais ça s'est déclenché ces 2 dernières années, qu'ils sont prêts à l'action. Donc ils sont prêts à s'engager dans des démarches plus volontaristes et prêts à faire évoluer leur mode de consommation. Mais ils pointent aussi des blocages. Les blocages, c'est l'absence de transparence. Est-ce que je suis sûr que ce label est valide, hein, ça, je pense, c'est des choses que vous rencontrez. Et ils se heurtent aussi à des questions de coût. Donc, je ne veux pas dire que c'est que le job des gens qui s'occupent de marketing de faire ça. Je pense que dans les entreprises, on fait partie de ce changement. Il faut qu'on porte ce changement culturel dans l'utilisation effectivement de PC, de serveurs recyclés. Et donc, ça pèse. Hein, nous, on a 360 000 collaborateurs dans le monde. On arrive à passer la barre des 20 000 PC recyclés, mais c'est encore devant nous. Donc comment on met plus de pression sur les fournisseurs et sur les grands fournisseurs de ce monde pour obtenir ça, et comment aussi, pour participer et contribuer à cette bagarre culturelle, comment l'État met la pression sur la commande publique, hein, c'est important en France. Donc je pense que c'est la bagarre culturelle qui commence dans un monde où on a été nourri d'immédiateté. La satisfaction client, c'était tout de suite, enfin c'est encore d'ailleurs, hein, tout de suite à n'importe quel prix. Tout ça, ça brûle la planète. Donc comment on renverse cette culture ?
Lucie. Oui, je peux répondre. Nous, en fait, on s'est très rapidement engagé dans une réflexion sociétale, en se disant, si on veut une planète sans gaspillage alimentaire, comment est-ce qu'on crée un marketing sociétal? Je disais tout à l'heure qu'on a 80 millions de consommateurs qui ont l'application. Ça, c'est la 7e appli food la plus téléchargée au monde. Clairement, c'est pas avec un marketing classique qu'on aurait pu arriver à ces 80 millions de consommateurs. On aurait pu avoir un budget marketing absolument illimité. On n'en serait jamais arrivé là. Ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on s'est dit comment est-ce que nous, on engage l'intégralité de notre écosystème dans la réduction du gaspillage alimentaire. L'écosystème aujourd'hui de l'alimentaire, c'est quoi? Il y a les consommateurs, il y a les entreprises de l'agroalimentaire, il y a les pouvoirs publics qui ont un énorme enjeu aussi de définir les nouvelles réglementations, et il y a bien sûr les enfants, les futurs consommateurs. Comment est-ce que dès l'école, on parle d'alimentation, on se forme à son alimentation et on comprend son impact sur la santé, sur l'environnement, sur son bien-être, sur la biodiversité, etc. Et donc avec Too Good To Go, on s'est posé la question de combats concrets dont on pouvait s'emparer et qui finalement ont permis de faire parler davantage de la lutte contre le gaspillage alimentaire et donc qui ont donné envie à encore davantage de gens de s'emparer du sujet et de trouver des solutions et donc de devenir consommateurs de Too Good To Go. Je prends quelques exemples peut-être. Aujourd'hui, les dates de consommation sont responsables de 20% du gaspillage alimentaire en Europe. Les dates de consommation, c'est quoi? C'est, vous savez, le à consommer jusqu'au sur le produit ou le à consommer de préférence avant le. Et en fait, il existe deux types de dates. Quand on a démarré notre sujet, il y avait 50% des consommateurs qui ne savaient même pas qu'il existait deux types de dates sur les produits et qu'elles voulaient dire des choses totalement différentes. À consommer de préférence avant le, c'est uniquement un sujet de qualité. Vous pouvez tout à fait consommer le produit après la date. Jusqu'à 3 mois, il est même commercialisable. Sauf que comme les gens ne font pas la différence avec un produit à consommer jusqu'au, le distributeur choisit de retirer le produit avant l'arrivée de la date et donc de le jeter à la poubelle alors qu'il lui reste encore énormément de temps de consommation. Donc on s'est emparé de ce sujet en mettant encore une fois tout le monde autour de la table pour co-construire avec les distributeurs, les entreprises de l'agroalimentaire, les consommateurs, des engagements très concrets qui nous permettraient de sensibiliser tout le monde sur le sujet et de permettre aux gens d'augmenter leur pouvoir d'achat puisqu'ils jetteraient moins et de réduire le gaspillage alimentaire et donc l'émission de gaz à effet de serre. Ça, c'était un sujet qui nous a permis pendant plus de 2 ans d'être reconnu comme l'interlocuteur privilégié sur le sujet des dates de consommation. Et donc, on a monté le pacte sur les dates de consommation en collaboration avec le ministère de la Transition écologique, avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et vous n'imaginez pas le nombre d'articles de presse qu'on a pu avoir sur le pacte Too Good To Go qui réduit le gaspillage alimentaire dû aux dates de consommation. Ça, derrière, c'est des reportages sur TF1, c'est des prises de parole à tout un tas d'événements qui permettent de faire grandir la crédibilité de notre initiative et également notre sujet, notre cause. Le journalisme a encore un petit intérêt alors, tant mieux. Mais tout à fait, en fait. Et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup cette question de c'est qui votre agence presse? En fait, la vérité, c'est que pendant les 7 premières années de Too Good To Go, on n'a jamais eu d'agence presse. On m'a dit, mais vous allez voir, après 9 mois, ça va diminuer naturellement. Bah non, en fait, on se fait encore contacter au quotidien par énormément de journalistes qui veulent entendre parler du pacte sur les dates de consommation, donc de l'application, mais aussi on a créé un programme dans les écoles qui s'appelle Mon école anti-gaspi. Je parlais tout à l'heure de l'importance de sensibiliser les enfants à la réduction du gaspillage alimentaire. Donc comment est-ce qu'on va créer un kit d'outils pédagogiques à mettre à disposition des professeurs des écoles pour leur permettre de parler dans la salle de classe et à la cantine de réduction du gaspillage alimentaire. Et ça, c'est pareil, on a vu ça a été fulgurant, le nombre il y a plus de 10% des écoles qui ont téléchargé notre programme et des professeurs des écoles qui ont dit « Super, j'ai les outils pour parler de votre sujet dans les écoles ». Et c'est vraiment, pour moi aujourd'hui, c'est ça le marketing, c'est contribuer concrètement à la société, en tant qu'entreprise, prendre pleinement notre responsabilité sur faire avancer notre cause en toute bienveillance et en toute honnêteté. Et ça, la beauté de notre monde d'aujourd'hui, c'est que ça paye et qu'aujourd'hui, effectivement, on a une entreprise qui, au bout de 7 ans, fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et peut continuer à se développer dans le monde entier. Guénola, comment est-ce qu'on fait quand les consommateurs sont des usagers des infrastructures? Alors nous, l'enjeu en fait, quand on regarde, il y a un super rapport là-dessus, c'est le GAP Circularity Report,
qui donne en fait la perspective à l'échelle mondiale. En fait, si on réfléchit et qu'on regarde historiquement ce qui s'est passé, au XVIIIe siècle, le taux d'urbanisation du monde, c'était 10%. Au milieu du XXe siècle, on est passé à 30%. Et puis en 2007, d'après l'ONU, on devient un monde urbain. Avec, pour la première fois, on est plus à 50%, à un peu au-delà de 50%. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est en train de réaliser que d'ici moins de 30 ans, il y aura 2,5 milliards de personnes de plus qui seront des urbains. Et ça, c'est un super challenge, parce qu'au-delà des modes de consommation, etc., il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous au même niveau de développement. Donc il y a des pays qui sont en train d'exploser en termes de démographiques, qui ont des cités qui deviennent énormes dans un temps record, et ça, il faut le gérer. Et c'est des infrastructures qui sont nécessaires pour les loger, pour finalement avoir une infrastructure qui permette à tous ces gens d'habiter correctement dans des villes. Et donc pour nous, les enjeux, c'est gérer les adaptations selon les besoins des populations, c'est-à-dire que si on est sur des villes qui se créent, il faut les accompagner avec justement l'innovation qui va nous apporter les moyens de créer des infrastructures qui seront capables d'être recyclées. De l'autre, nos pays développeurs qui sont eux les gros consommateurs de matière et qui doivent apporter une évolution drastique de nos usages. Et puis une sur la ville. Comment vivre la ville, comment l'adapter aux usages. Ils évoluent complètement aujourd'hui. On voit bien que les infrastructures qui avaient été créées il y a 20 ans, elles ne sont plus du tout adaptées. On a la digitalisation qui a accéléré complètement les évolutions des usages. On a des parkings de centre-ville qui aujourd'hui dans les grandes villes ne servent plus à grand-chose et qu'il a fallu repenser différemment. Il faut aussi réaménager les espaces avec un verdissement des villes, parce que face à finalement des pluies torrentielles qui tombent sur nos villes, on voit bien que les systèmes d'évacuation sont plus du tout adaptés, donc il faut repenser la ville. Et là, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est pas une réflexion qu'on peut faire seul. Et c'est vraiment la main dans la main entre le public et le privé, parce qu'en fait, le public, il peut apporter certes de la régulation, des incentives, des subsides, des moyens aussi de demander qu'on puisse avoir une traçabilité pour que le consommateur, effectivement, puisse comprendre que on a eu un degré d'incorporation de waste dans la construction d'un ouvrage ou dans même un produit. Et cette transparence, elle est nécessaire, mais il faut qu'il y ait des incentives, il faut pousser toute l'industrie vers le haut. Et ça, c'est l'aménagement du territoire et c'est vraiment la main dans la main privé-public, parce que les enjeux sont colossaux. À l'échelle européenne, on estime qu'il faut 150 milliards d'euros d'investissement. C'est un gap aujourd'hui à financer par an pour arriver à être sur une économie soutenable et durable. Et en Algérie, comment vous faites face à ça, justement ? Bon, nous, le problème en Algérie, sachez que c'est tout. Pour nous, ces prises de conscience sont quand même très récentes, mais de plus en plus, l'État commence à prendre en charge, et surtout dans le développement, par exemple, de ce que j'ai parlé des start-up, les jeunes se sont distingués en créant des petites start-up, en revenant vraiment à une véritable économie circulaire, à une culture bio. De plus en plus de jeunes start-up ont été créées, des jeunes filles qui ont lancé une agriculture tout à fait bio et recyclée, c'est-à-dire que même les déchets sont recyclés, comme par exemple dans tout ce qui est la date. Même le noyau est recyclé, utilisé. L'olive, puisque nous produisons à travers tout le territoire algérien beaucoup d'huile d'olive. Et l'État a mis en place en tout cas un plan d'accompagnement, un plan pour les encourager avec des avantages, etc. Est-ce que c'est suffisant ? Je pense que ce ne le sera jamais. C'est vraiment une bataille et un combat de tout le temps. Je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit en matière alimentaire et surtout en matière de péremption d'un produit. En matière alimentaire, moi je pense que même, que ce soit en Algérie ou ailleurs, on ne fait pas assez de publicité pour dire que tel ou tel produit a une capacité d'être consommé au-delà. Et combien ? Et notamment en matière de médicaments, par exemple. On sait, des études ont démontré qu'il y avait, sur la durée de vie d'un médicament de 2 années, par exemple, 2 ou 3 années, les préceptes sont
sont valables et on s'aperçoit que 10 ans après, le médicament est valable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi tout un travail à faire, mais avec tout le monde en même temps? Avec les autorités sanitaires, ce serait pas mal, oui. Ouais. Moi, de mon point de vue, il doit y avoir un échange, une coopération internationale. L'Algérie, à elle toute seule, ne pourra pas le faire. Ce qu'elle fera certainement, et j'espère avec la société civile et beaucoup d'entreprises privées, c'est de sensibiliser les populations. Ça, c'est le travail premier que nous devons tous faire. Et puis, à mon sens, comme on a parlé, les incitations fiscales. Et dire que s'il y a un projet de production vert, il y aura davantage d'incitations, parce que nous avons déjà un dispositif d'aide à la création d'entreprises, où il y a des exonérations fiscales, etc. Peut-être que ce serait intéressant aussi de mettre ce projet vert davantage, avec davantage tout simplement fiscaux et autres. Je pense, mais ça n'est la bataille, je crois que pour tout le monde, elle n'est pas finie. Hein. Et tout à l'heure, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Alors Oui. moi, je me demande quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle dans vos métiers à tous pour des enjeux d'économie circulaire. Est-ce que on peut déjà avoir des prémices de solutions? Dites-nous tout. Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être... Enfin, moi, je dirais pas que je suis une adepte. Je dis simplement que c'est un outil qui peut aider à gagner du temps. Et nous, les pays émergents, on en a besoin. Nous avons accusé du retard. Donc, à mon sens, si ça peut nous aider à davantage une prise en charge réelle. Je ne parle pas de conscience. Les consciences, je pense qu'il y en a beaucoup, une grande majorité en Algérie a pris conscience que c'était nécessaire. Mais je pense, de mon point de vue, que ça peut énormément aider, au moins en tout cas pour rattraper les retards que nous avons eus ces dernières années. Lucie, l'IA chez Too Good To Go, c'est comment? J'ai presque envie de répondre qu'avant de parler d'intelligence artificielle, il faudrait qu'on parle d'intelligence tout court. Aujourd'hui, on est dans des modes où on est complètement... on s'est installé dans des routines qui sont juste totalement inacceptables et qui sont totalement absurdes. Quand je disais tout à l'heure qu'on jette 40% de la nourriture qu'on produit, en fait, on est quand même un peuple intelligent. Comment c'est possible ? Et pour moi, sur la chaîne alimentaire, il y a une réflexion, c'est comment est-ce qu'on comprend ce qu'on mange au quotidien. Et en fait, aujourd'hui, le consommateur et le producteur sont beaucoup trop éloignés l'un de l'autre. On vit, on le disait, de manière de plus en plus urbaine. Moi, j'ai grandi à Paris. La première graine que j'ai vue pousser et faire un légume, je devais avoir 25 ans et j'ai failli en pleurer en me disant « Waouh, la nature, c'est incroyable. Quand on met de l'eau et du soleil, ça marche. » Et je pense que c'est vraiment il faut qu'on fasse attention. Le progrès est important et la technologie apporte énormément de choses, mais elles ne doivent pas être décorrélées de la pédagogie et de l'apprentissage des bases de notre façon de vivre au quotidien et de comprendre effectivement la saisonnalité, de comprendre l'importance de la nutrition dans les aliments, qu'une tomate qui a poussé de manière hyper accélérée avec des entrants, elle n'a rien à voir avec une tomate qu'on consomme en été, qui a poussé à côté de chez nous, qui est déjà largement meilleure et qui va nous apporter des qualités nutritionnelles. On en parlait ce matin. Il y a des pays qui sont en train de pouvoir se nourrir. Enfin, ils ont accès à l'alimentation. Et pourtant, les qualités nutritionnelles, entre le moment où ils ne se nourrissaient pas et le moment où ils se nourrissaient, elles n'ont absolument pas évolué. Et à côté de ça, le taux d'obésité a été multiplié par 10. Donc en fait, il y a une vraie question c'est pas juste donner accès à l'alimentation à tous, c'est quelle alimentation, de quoi on parle et comment est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on met dans notre corps au quotidien. Ça me paraît essentiel d'acquérir cette intelligence, ou de la réacquérir. Bon, alors sur l'intelligence artificielle, c'est effectivement un facilitateur incroyable pour modéliser en fait beaucoup de choses. La ville de Singapour a par exemple créé un concept de twin, c'est-à-dire une conceptualisation de la ville en virtuel et qui va permettre en fait de tester plein de choses en virtuel pour essayer d'améliorer le fonctionnement de la ville et tester finalement sur un modèle
un certain nombre d'idées. On a aussi, nous, en fait, au niveau de Vauban, on a mené à bien une étude avec nos amis d'Avas sur l'intelligence artificielle et comment ça va pouvoir impacter nos infrastructures. Parce qu'on ne peut pas nier que ça arrive, et donc il faut commencer à réfléchir, anticiper et l'utiliser de façon appropriée. Et c'était super intéressant parce qu'eux, ils nous ont ils ont designé le futur. Bon, il y a des côtés un peu flippants, mais le côté positif, c'était tout ce qu'on peut en retirer d'anticipation, de gestion. Justement, même pour le quotidien de quelqu'un, il peut y avoir un moyen de savoir que dans mon frigo, l'IA peut parfaitement me tenir au courant de l'évolution des produits qui sont dedans, quelle est la date de péremption des différents produits, m'alerter sur le fait que là, j'ai par exemple une grosse chaleur qui se prévoit et donc d'avoir une quantité d'eau suffisante, tout autant que m'assurer qu'il faut que je sois vigilante sur ma consommation et que je ne fasse pas trop on va dire, de surconsommation. Cyril. Sur son champ, Lucie a 100% raison. Dans le monde industriel, la révolution de l'industrie intelligente, c'est ça, et on n'y arrivera pas si on n'utilise pas les jumeaux numériques, la data, l'intelligence artificielle, pour juste simuler. On travaille sur des projections, sur des projets de fours industriels qui consomment comme la ville d'Aix-en-Provence. On a besoin de comprendre mieux les cycles de production, les cycles de réchauffement. Et ça, là, cette technologie, donc on a plein de cas d'usage sur ces sujets-là. Donc évidemment, c'est une très bonne question. Et oui, on n'y arrivera pas sans l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques. Et Ine, vous réagissez, puis après on prendra les questions. Oui, moi je voulais rebondir avec ce que vous avez dit. Le mode de pensée que nous avons en Algérie, nous ne sommes pas un pays industrialisé comme vous, donc nous n'avons pas les mêmes réflexes. Moi aujourd'hui, les gens de ma génération sont quand même pressés de combler le retard. Nous sommes toujours dans une agriculture bio, même si elle a tendance un petit peu, on commence à avoir des serres, mais c'est pas général. Nous avons encore de bons légumes, de la bonne viande, si vous voulez, c'est pas encore l'industrialisation à outrance. Donc les réflexes ne sont pas les mêmes. Notre façon de penser non plus ne sera pas la même, effectivement. Être intelligent et dire oui, la façon de manger s'adapte aussi au pays. Moi, aujourd'hui, je dis que ça peut être d'une grande aide dans une économie circulaire. Je ne suis pas une spécialiste technique, je suis plus technologie de l'information du côté juridique, mais je vous assure que je me rends compte de l'apport que ça va être. Et on n'a pas le droit, nous, aujourd'hui, pays émergents, d'être en retard. Il faut qu'on prenne le train en marche. Voilà. On a une question, allez-y, je vous en prie. Non, mais juste pour ajouter là-dessus, je suis tout à fait d'accord, l'alimentation c'est un sujet qui se veut local par définition, et je pense que dans le cadre des pays émergents, l'idée c'est pas tant de nous rattraper, mais c'est de faire mieux que nous dès le début et de pas justement venir prendre les mauvaises habitudes dans lesquelles nous sommes installés, mais de faire les choses différemment justement. Merci. On avait une question qui nous était posée en ligne, et puis après on pourra voir si vous aviez une ou deux questions dans le public avant de laisser la parole à Alain. Un changement de comportement du plus grand nombre est nécessaire, du coup un impact financier est indispensable, on l'a dit. Quelle politique fiscale incitative? Donc c'est quelqu'un qui aimerait bien en savoir un petit peu plus sur des solutions que vous avez effectivement abordées les uns les autres dans vos différents échanges. Juste un mot. Avant la politique fiscale, c'est une question de politique publique. Donc, je ne sais pas si c'est une question qui était posée au ministre qui précédait, mais c'est central. C'est-à-dire qu'on a un raisonnement sur la politique fiscale, mais d'abord, est-ce que c'est un objectif politique? Oui ou non? Il faut que ça le soit. On a l'enjeu de l'IRA en fait, qui aujourd'hui est un aspirateur à innovation aux États-Unis, qui avec effectivement des subsides et des crédits d'impôt qui sont largement distribués pour l'innovation, ils vont canaliser, je pense, énormément d'investissements d'industriels qui risquent effectivement de partir aux États-Unis. Et donc, pour nous, c'est un vecteur de désattractivité de l'Europe, ce qui est un petit peu dommage. Est-ce que vous aviez une ou deux questions dans le public? Alors, je vois des mains qui se lèvent. On va pouvoir prendre deux questions et puis après on devra conclure. Alors, vous pouvez distribuer le micro, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Quels sont les secteurs en Europe qui sont vraiment dans le circulaire? C'est-à-dire, quels sont les pourcentages par secteur? Par exemple, dans les voitures, l'emballage, le carton, je ne sais pas.
On y va, on commence. Donc, il y a une différence évidemment. Vous connaissez tous l'industrie auto. Donc, les secteurs les plus en avant sont autour de 35-40%. Et puis les secteurs lourds qui sont à 5-10%. Et notamment, c'est important, c'est cette question de valoriser, parce que recycler, c'est une chose, mais c'est remettre en circulation, recommercialiser, et ça qui est important. Mais donc aujourd'hui, on est au début d'une histoire, c'est sûr. Et le paradoxe, en fait, quand on regarde par exemple sur la route, nous on a fait toute une analyse avec la mobilité, les routes, qui sont quand même super consommatrices de carbone. Et là, en l'occurrence, ce qui était super intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, on pouvait recycler le bitume quand on va faire de l'entretien maintenance de l'ouvrage. Mais malheureusement, en fait, on pourrait aller jusqu'à 100% de recyclage du bitume. Mais là, on se heurte à un problème, c'est qu'arriver à 70%, finalement, c'est le seul seuil idoine. Au-delà, pour arriver à vraiment recycler 100%, là on génère trop de consommation énergétique et ça devient vraiment dévastateur. Et donc il faut trouver en fait l'optimum idéal pour arriver à recycler sans effectivement que ce soit néfaste au niveau de l'empreinte carbone. Et c'est pour ça que nous, on milite fortement pour la création de ce que j'évoquais au début de session, sur le produit intérieur circulaire, pour définir les indicateurs qui font qu'on ne mesure pas la création on ne mesure pas que la création de richesse, mais on mesure la valeur de cette circularité. Donc on aura peut-être une réponse en conclusion sur ce sujet-là. Est-ce que Alain, vous voulez conclure, peut-être, parce que malheureusement le temps presse? Oui, alors je voudrais conclure en raccrochant les propos des intervenants au thème général, redonner de l'espoir. Est-ce que les différents intervenants nous ont redonné de l'espoir quant à la place future de l'économie circulaire et donc à une voie vers une économie durable? Moi, je vois plusieurs messages d'espoir. Le premier, c'est Gwenola, qui nous l'a donné en disant qu'il fallait adopter une approche holistique qui, dès la conception des processus et des produits, pense au fait qu'ils devront être recyclés, ils devront trouver une nouvelle vie après la fin du premier usage. Et ça permet immédiatement de rendre possible ce qu'a dit Lucie Bach en disant « Mais non, les pays en voie de développement, les pays émergents, ils doivent faire plus vite et mieux que nous. » Comment ils peuvent le faire? Justement en adoptant cette approche holistique dès le départ. Surtout que, si je comprends bien, la bataille culturelle, elle est déjà en voie d'être gagnée en Algérie, par exemple. C'est ce que nous a dit Int, avec, je dirais, une prise de conscience qui prend de l'ampleur. Deuxième grande idée, c'est celle que nous a donnée Cyril, en nous disant « la technologie est là ». La technologie est là, et donc ça veut dire qu'il suffit d'avoir les moyens financiers et puis aussi les idées. Et Lucie Bach nous a dit il suffit d'y penser. Mais de penser à quoi exactement? Parce que cette idée qu'on jette de la nourriture, nous le savons tous. Donc je me suis demandé quelle était vraiment la super originalité de cette approche qui en fait un grand succès. D'ailleurs, j'ai noté que vous l'avez tous applaudi à chaque fois qu'elle a pris la parole. Eh bien, à mon avis, c'est le fait qu'une chef d'entreprise se mette à adopter quelque part la stratégie de l'activiste. Parce que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pointé du doigt une pratique sur les dates de consommation qui était, je dirais, qui allait contre l'économie circulaire. Et vous avez joué de deux effets de levier. D'une part, vous avez sensibilisé les pouvoirs publics, ce qui est toujours le but de l'activiste. Et puis deuxièmement, qui est-ce qui a fait levier? Eh bien, c'est la presse, ce sont les médias. Or, il y a une grande force, en particulier dans notre pays, c'est qu'on sait que les médias, les journalistes, ils sont complètement du côté de la grande bagarre pour l'environnement. Donc de ce côté-là, la bataille culturelle, elle est déjà gagnée. Et je trouve que le mot de la fin qui reste, c'est à Cyril, parce qu'il a dit il y a une bataille culturelle à engager. Elle est, disons, largement gagnée dans les esprits. Il faut maintenant qu'elle soit gagnée dans les actes. Merci beaucoup Alain, merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis si vous voulez encore poser votre ultime question à nos intervenants, attrapez-les. Merci, bonne soirée.